Bonjour Monsieur Oyabi, Bonjour. ravi de vous accueillir sur ce plateau. Je suis très content, comme vous le savez, c'est une première dans l'émission et vous êtes le premier invité et je suis vraiment ravi. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, bah, nous sommes ravis de vous accueillir. Le plaisir Et est partagé. alors, nous allons aller directement. Présentez-vous Monsieur Oyabi. Qui est Monsieur Oyabi? Je suis Gramal Marvin Oyabi Onjibi. Je suis originaire de la province du Haut-Ogooué Mhm, et mes racines se forgent à travers deux villes emblématiques, mhm, Akieni, particulièrement Nsara du côté maternel, mhm, et Bongoville avec ses quartiers Obia 1 et Lewai du côté paternel. mhm. Mais c'est à Mwanda, une ville minière du sud-est du Gabon, que je suis né. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas. Ouais, Mhm, je suis essayiste, euh, chrétien et engagé au mhm. sein de la société. C'est en tout cas ce que je vise à faire pour l'avenir. Ok. Avant de vous inviter, nous avons pris le temps un peu de vérifier qui vous êtes, de regarder votre biographie et nous nous sommes rendus compte que vous vous appétentissez beaucoup sur la ville de Mwanda et que à la suite de cela, vous avez effectué un déplacement entre Mwanda et Libreville. Expliquez-nous, qu'est-ce qui a été Mwanda pour vous? Quel est l'impact de Mwanda dans votre vie? Mwanda, c'est la ville que j'ai connue dans mon enfance. Mhm, Elle m'a particulièrement marqué parce qu'à la base, il n'était pas prévu que j'y réside longtemps. mhm, C'était à titre temporaire mhm, sur la proposition de mes parents. mhm, Ma mère poursuivait des études à l'étranger, donc elle voulait que je sois dans un cadre un peu plus familial. Donc mhm, c'est à ce titre que je me suis rendu à Mwanda. mhm, Et ce qui m'a particulièrement marqué, d'abord, c'est la vie. Parce qu'à Mwanda, j'ai grandi auprès d'une tante qui travaillait pour Comilog, la mhm. société Mignon. minière actuelle. Mhm, Et j'ai été particulièrement marqué par le cadre de vie dont il jouissait mhm, à cette époque-là. mhm, Les hôpitaux, ils avaient un économa où ils pouvaient se ravitailler facilement. Donc c'est ce cadre-là qui m'a marqué mhm, à cette époque. Et puis lorsque j'ai quitté Mwanda, j'ai été confronté à la réalité qui se cachait derrière cette exploitation minière vieille d'aujourd'hui de plus de 50 ans. mhm, J'ai constaté que la détresse sociale se lisait particulièrement sur le visage des Mwandais mhm, et que les richesses n'étaient pas suffisamment réparties. mhm, Même si aujourd'hui la compagnie minière de Logoué se vante d'avoir une politique RSE mhm, suffisamment importante, mhm. je considère quand même qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc c'est tout cela qui m'a marqué et ça a été le déclic de mon engagement global Mhm, en ce qui concerne la société, la nation et mhm. même par rapport aux habitants eux-mêmes. Ah, ça tombe bien parce que maintenant que vous parlez un peu de sous ce caractère, il faudrait notifier qu'on vous a invité par rapport à un thème bien précis. Le jeune face à son ambition, à son sacerdoce. Et c'est l'une des raisons en fait qui nous ont poussé à vous inviter parce que j'ai pu voir en fait dans votre parcours une certaine attirance pour l'excellence, non seulement pour l'excellence, pour le travail bien fait. Et je pense qu'on évoquera bien, on parlera plus de cela en Bien fait sûr. dans notre entretien. Et entre autres, on peut voir en fait que Mwanda vous a beaucoup marqué. Mais il y a eu ce switch entre Mwanda et Libreville. Comment l'avez-vous vécu? Vous quittez Mwanda, une ville où vous étiez plus ou moins aisé, où vous vous sentiez bien, et vous vous retrouvez à Libreville. Comment l'avez-vous vécu ce switch? Disons que j'anticipais les choses parce que déjà, ça faisait plusieurs mois que je n'avais plus vécu avec mon père que j'ai rejoint Mhm, justement à Libreville. mhm, Et donc, il n'y a pas vraiment eu de mal de la ville, si je veux dire. C'est mhm, vrai que ça m'a manqué au fil du temps. Après, j'anticipais aussi la vie à Libreville, j'anticipais un peu ce nouveau départ. Euh, J'avais également hâte de pouvoir retrouver mon père, donc c'est plutôt une nostalgie qui a grandi au fil mhm, des années, mhm, parce que ça fait quand même ça fait un long moment que je n'ai pas été à Mwanda, donc c'est mhm. plus un sentiment de nostalgie. Ouais. Ce n'était pas un changement que j'appréhendais ou qui Mhm, a réellement eu un impact sur ma vie, mhm, mais ça m'a quand même donné l'occasion de pouvoir passer à autre chose et me mhm. concentrer un peu sur l'avenir et aussi sur ma famille.
après avoir parlé de ce switch entre Moanda et Libreville, nous allons aussi nous appesantir un peu sur votre parcours. Parce que quand on parle d'excellence, on parle aussi d'un certain parcours. On parle un peu de votre identité. Et même dans le parcours, on peut faire ressortir la notion d'identité. Alors, j'ai pu lire dans votre biographie, en apprenant un peu plus sur vous, que vous avez eu un parcours assez marquant de par le niveau d'excellence, mais aussi par la qualité de vos études. Alors, dites-moi, votre parcours secondaire, comment l'avez-vous vécu au niveau de Libreville? Alors, un parcours... Était-ce un parcours sans faute? Un parcours sans faute, non, parce que j'ai eu également mes périodes de tumulte, comme tous les adolescents. Mais disons que je décrirais ce tumulte comme de courte durée. Parce qu'après, j'ai su me ressaisir, parce que j'étais quand même dans un environnement un peu qui exigeait un certain niveau d'excellence. Donc, j'ai su me ressaisir très tôt, mais... Après, c'est vrai que j'ai, au cours de ma vie, placé l'éducation au centre de toutes mes priorités. Alors, à quoi avez-vous fait face en tant que jeune? Les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a les drogues, il y a la boisson, il y a la sexualité, il y a tellement de choses. Mais vous, à quoi avez-vous été sujet? J'ai été confronté à toutes ces réalités. J'avais moi-même... beaucoup de personnes autour de moi qui ne faisaient pas forcément les mêmes choses que je faisais, qui avaient une vie totalement à l'écart de ce que moi je considérais important. Mais il faut dire que je ne me suis jamais vraiment laissé influencer par mon environnement. Cela vient peut-être aussi du cadre de vie dans lequel j'ai grandi, parce que j'ai eu des parents quand même avec une forte personnalité, qui eux-mêmes sans forcément insister sur le fait de s'affirmer et d'être autonome dans ses choix, arrivaient quand même à laisser passer à l'intérieur de mon esprit l'idée qu'il fallait que je m'impose au sein de la société. Donc ce n'était pas pour moi réellement difficile d'être dans un milieu parfois difficile, mais de tracer mon propre chemin. J'ai, on va dire, appris à grandir en traçant mon propre chemin, en me faisant mes propres idées de ce que je pouvais observer. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'ambition, c'est l'objectif. C'est surtout ce qui a fait en sorte que je puisse garder le cap au-delà de tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc l'ambition, l'objectif, ce sont en fait ces éléments qui vont aider à surmonter un peu tous ces problèmes. Exactement. Eh bien, toujours en étudiant en fait votre parcours, excusez-moi de revenir sur ça parce que ça m'a beaucoup marqué. Votre parcours lycée, post-lycée, si je peux le dire ainsi, se marque en fait par une réussite. Et surtout, elle est riche, elle est variée en même temps. Vous avez fait d'abord 4 ans de développement logiciel, puis management des entreprises, et enfin finance internationale. Oui. Tout en notifiant que vous avez quitté l'Afrique du Sud, vous avez fait vos 4 premières années d'études en développement logiciel, puis vous êtes venu au Maroc. Ma question, était-ce voulu? Parce qu'on remarque quand même ce changement de la sphère scientifique, si je peux le dire un peu technique, à la sphère un peu littéraire, management, entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était voulu par rapport à votre parcours? Absolument, c'était voulu. Déjà, toutes les études que j'ai entreprises reposaient sur une ambition bien précise. Okay. Le développement logiciel m'a offert une rigueur, une rigueur technique. Le management m'a permis de comprendre les dynamiques des organisations. Et la finance internationale m'a ouvert les portes de la réflexion stratégique et économique à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment un parcours voulu en fonction de ce que j'avais en tête, en fonction des objectifs que je m'étais fixés à cette époque. C'est vrai qu'il y a quand même des moments où j'ai été confronté à des choix particulièrement difficiles, mais à cause, encore une fois, de la volonté, de l'ambition, j'ai su garder le cap. Par exemple, je me souviens bien que lorsque j'étais très jeune, j'avais une passion pour les forces armées. En réalité, je voulais intégrer la gendarmerie plus tard.
Mais après, au fil des années, c'est un choix que j'ai dû rayer de ma vie à cause de mes ambitions, à cause aussi de la passion politique qui était totalement incompatible avec justement la fonction de l'époque. Donc j'ai su m'adapter et en réalité, je n'ai pas vraiment eu d'autre choix que de tracer un chemin un peu différent, un peu riche et varié de plusieurs connaissances à la fois. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes dans le monde professionnel au Maroc, surtout. C'est ça. Un Maroc où souvent la question de travail est souvent tabou parce qu'on se dit que c'est pas du tout facile, c'est pas ouvert. Or, moi-même, étant au Maroc, je me rends compte que c'est beaucoup ouvert et c'est encouragé. Alors, comment ces différentes formations vous ont aidé aujourd'hui dans votre parcours professionnel? Alors, déjà, c'est très bien que vous mentionniez que déjà dans l'esprit de la grande majorité, nous sommes dans un pays un peu fermé qui offre peu d'opportunités. Mais la réalité, c'est que les opportunités les plus grandes sont celles qu'on s'offre soi-même. Mhm. Parce que déjà, lorsque je suis arrivé, j'ai refusé de me braquer, comme on dit. J'ai refusé de considérer que j'étais dans un pays difficile, un pays qui offrait peu d'opportunités, même si ceux qui me recevaient à l'époque n'arrêtaient pas de le dire. Mais j'ai quand même été optimiste et c'est ce qui a fait la différence. Après, compte tenu de tout le parcours académique justement que j'ai pu tracer pour moi-même, il y a énormément d'opportunités que j'ai pu avoir au fil des ans, étant donné que j'ai poursuivi une partie de mes études en Afrique du Sud. Donc, il y avait ce langage, cette langue, bien entendu, qui m'a énormément ouvert les portes ici au Maroc. Donc, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise multilingue où j'ai la chance de gérer des projets à la fois en français, en anglais et qui touchent un peu tous les domaines. Le domaine, que ce soit le domaine informatique, puisqu'il y a beaucoup de travail en back-office, beaucoup de mailing, beaucoup d'appels aussi. Et donc, c'est un peu tout ce mélange d'opportunités qui fait que aujourd'hui, Marvin Oyabi trouve sa place dans un pays qu'on considère parfois difficile. Pourtant qu'il ne l'est pas. C'est ça, exactement. Effectivement. Il faut se donner les moyens. Eh ben, oui. Entre 2018 et 2022, vous avez écrit 3 livres. Le premier, Le suicide ou le symbole d'une autodestruction, analyse biblique d'un phénomène social, C'est ça. paru le 1er octobre 2018 aux éditions universitaires européennes. Puis, L'ambition politique à l'épreuve de la censure, vers une vision progressiste du sacerdoce, donc paru le 14 mars 2020 aux éditions Altramenta. Et le dernier en date, Ce peuple est ingénieux, mais est-il sage? Pensez le monde de demain. Sortir le 25 juin 2022 aux éditions toujours Altramenta. Exactement. Je me dois de poser cette question. Quel est votre rapport avec la littérature? Alors, la littérature, pour moi, c'est bien plus qu'un simple moyen d'expression. C'est un espace où j'ai la possibilité d'allier mes convictions personnelles, mon engagement pour la nation, pour le pays, et également l'idée que je me fais du monde contemporain. C'est une façon pour moi d'explorer tous les domaines et de dire ce que j'ai envie de dire. Pour moi, la littérature, c'est une façon de lutter contre la censure. C'est une façon de résister aussi. C'est aussi une façon de vivre. Parce que pour moi, la vie, c'est avoir l'occasion de dire des choses. Et la mort, c'est justement ce moment où on a en réalité plus rien à dire et puis on s'en va. Donc j'estime que tant que j'ai la vie, je peux encore dire des choses, j'ai encore des choses intéressantes, des choses pertinentes à dire. Et donc pour moi, la littérature, c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui permet d'observer la société, de la confronter à ses erreurs. Parce que la société pour moi, la société commet énormément d'erreurs. Donc, il n'y a que la littérature qui est en mesure de confronter cette société dans laquelle nous vivons avec les erreurs qu'elle est en train de commettre. Donc, c'est vraiment la portée essentielle que la littérature apporte dans ma vie. C'est un vrai symbole. L'une des choses qui
qui me turlupine un peu, c'est le terme analyse biblique. Biblique, Bible. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut dire que lorsque j'ai découvert ma passion pour l'écriture, j'ai découvert cette passion en tant que chrétien. Ok. Parce que je donne ma vie à Christ à 13 ans. Donc, je suis encore très jeune. Je suis encore en train de réfléchir sur mon avenir, sur ce que je ferai demain. Et j'ai commencé par écrire un roman. C'était un roman banal qui parlait d'un animal de compagnie avec son maître. Et pendant que j'étais en train d'écrire, il m'est venu une question à l'esprit. Mais pourquoi tu n'écris pas sur ce que tu vis? Pourquoi tu n'écris pas sur une réalité qui est la tienne? La seule réalité qui était la mienne à cette époque, c'était la réalité de cet enfant qui venait de découvrir Christ et qui cheminait avec lui. Donc pour moi, c'était en toute logique l'opportunité d'écrire sur ces sujets importants et donc d'analyser un peu les sujets sociaux à la lumière justement des Écritures. C'est pourquoi j'ai écrit Le suicide ou le symbole d'une autodestruction. C'est le premier livre que j'ai eu à écrire. Pourquoi? Parce que une question fondamentale a émergé de cette réflexion. De plus en plus de jeunes voient dans le suicide une échappatoire à leur souffrance. Et donc l'objectif pour moi, c'était justement de montrer qu'il y avait une autre possibilité, il y avait justement un autre moyen d'ancrer ses espoirs dans quelque chose de plus grand que ses propres souffrances. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par ce livre. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que beaucoup m'ont posé la question, est-ce que tu as voulu te suicider à un moment de ta vie? C'est une question qui m'est venue énormément. Parce que j'allais vous poser justement la question, dans quel contexte? Mais la réponse c'est non. La réponse c'est non. Parce que, encore une fois, l'écrivain, c'est quelqu'un de très méthodique, c'est quelqu'un de très observateur, c'est quelqu'un qui ne vit pas seulement pour lui-même. Et moi, j'ai appris, par les valeurs qui ont été les miennes, à ne pas vivre pour moi-même. Je vis pour plus que moi. Je vis pour décrire une autre réalité qui n'est pas forcément celle que je vis. Et donc, pour moi, le suicide, c'était écrire sur le suicide, c'était pour moi ne pas rester passif face à une réalité qui devenait de plus en plus grande, non seulement dans mon environnement, mais au-delà. Parce que on assistait par exemple à un phénomène qui s'aggravait de plus en plus dans le sens où les jeunes se suicidaient davantage en ligne, parfois en direct. C'était quelque chose... cybercriminalité. Voilà, il y avait de la cybercriminalité, du harcèlement. Donc, on ne pouvait pas rester impassible face à cette situation. Et donc, il était important pour moi d'écrire. C'était... pas la seule souffrance, pas la première souffrance, mais c'est la souffrance qui m'a le plus interpellé au moment où je m'engageais dans l'écriture. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'écrire sur le suicide. D'accord. On relève déjà deux éléments. Monsieur Oyabi est écrivain, mais également, il a fait des études riches et variées. Il y a un autre élément qui me vient à l'esprit, par vos écrits, l'aspect politique. Dans votre deuxième livre, votre réflexion s'articule autour de la politique, de son importance face au temps actuel, sujet tabou et souvent dénué de tout intérêt par la population, par les jeunes de façon générale, comme on a l'habitude de dire ou d'entendre, la politique aux politiciens. Et quel commentaire pouvez-vous émettre en fait face à cette expression, la politique aux politiciens? Parce que je me dis, au travers de votre livre, vous essayez un peu, il y a comme une forme d'interpellation. Qu'en pensez-vous? Exactement. Parce que pour moi, déjà la politique, c'est une passion, je dirais même, je suis presque né avec cette passion. Ah ouais. Parce que je me rappelle que lorsque j'étais enfant, je voyais très bien les jeunes de mon âge jouer à différents jeux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était écrire des discours et puis les lire devant des personnages imaginaires. C'est comme ça que moi, je jouais à l'époque. Aujourd'hui, j'ai un fils de 3 ans que je vois très bien jouer, à sa manière, bien entendu, mais ça me ramène un peu à ces années au cours desquelles, justement, j'avais ma propre façon de jouer et ma propre façon de construire je dirais pas le personnage, mais l'individu qui grandirait demain.
Voilà. Et donc la politique a joué un grand rôle. Et ce livre s'inscrit dans l'idée d'insister sur le fait que la politique, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. La politique est réservée à tout le monde. Déjà, il faut comprendre que l'homme en lui-même, pour reprendre des propos très connus, c'est un animal politique. Il y a des choses dans la vie que nous faisons que nous n'imaginons même pas que ces choses fassent partie d'un univers politique. Il y a des actes que nous posons au quotidien qui sont en réalité des actes politiques. Et donc, c'était important pour moi, en écrivant ce livre, de faire comprendre aux gens qu'en réalité, la politique, ce n'est pas un univers qui est si éloigné que ça de nous, mais nous, au quotidien, nous sommes des politiciens. Au quotidien, nous réfléchissons, nous pensons la société de demain. Et donc, c'est important qu'il y ait un éveil de conscience par rapport à ce domaine précis. Et puis, pour bien préciser les choses, l'ambition politique à l'épreuve de la censure visait principalement le milieu ecclésiastique. D'accord. Parce que j'ai constaté à cette époque que en milieu chrétien, c'était un sujet tabou. Nous avons d'un côté des chrétiens qui vivent leur vie, qui pratiquent leur religion, mais d'un autre côté, ils délaissent l'aspect social en se disant que c'est quelque chose de mauvais. Et donc, il était important pour moi de me poser la question, quel est l'objet de cette censure? Parce que pour moi, c'était une censure. Quel est l'objet de cette censure? Pourquoi les gens sont peu intéressés, et particulièrement les chrétiens, pourquoi ils sont peu intéressés à la politique? D'ailleurs, je me souviens que lorsque ce livre sortait, j'avais commencé par un sondage. Et donc, sur mes différents réseaux sociaux, j'avais lancé une question pertinente. Est-ce qu'un chrétien, et plus particulièrement un serviteur de Dieu, peut faire de la politique? Donc, la plupart des réponses, vous pouvez bien vous en douter, c'était non. Ouais. Et donc, pour moi, ce n'est pas une idée que je partage parce que j'ai grandi avec cette passion. Et lorsque je suis devenu chrétien, je n'ai jamais considéré qu'en devenant chrétien, il fallait pour moi renoncer à mes rêves, renoncer à mes ambitions et renoncer à tous ceux qui avaient forgé cet enfant, qui avaient marqué le parcours de cet enfant, qui se voyait aider les gens, qui se voyait assister et qui se voyait jouer un rôle majeur au sein de la société. D'ailleurs, je m'appuie beaucoup sur ce texte dans lequel les disciples viennent à Jésus et lui disent il est temps que tu renvoies la foule parce que nous n'avons rien à leur donner à manger. Et Christ lui répond donnez-leur vous-même à manger. Donc au-delà de l'aspect spirituel, il y a également cet aspect matériel qui est la responsabilité du chrétien. Or aujourd'hui, pour influencer la société, il faut accepter à un moment donné de faire de la politique. Et ce n'est qu'au Gabon. Est-ce en fait un aspect strictement lié à votre pays, le Gabon, ou c'est un aspect général? Alors déjà, il faut dire que principalement, ce n'est pas que j'écris pour le Gabon seulement, j'écris pour le monde. Mais à cette époque, je réfléchissais beaucoup sur la société gabonaise et ses réalités. J'avais en comparaison constaté qu'ailleurs, ce n'était pas un sujet à débat. Ce n'était pas mauvais de voir un homme de Dieu faire de la politique. Nous avons par exemple vu au Congo voisin comment l'Église catholique, à un moment donné de son histoire, a joué d'une influence remarquable sur le plan politique. Et donc, c'est aussi vrai ailleurs, mais c'est aussi un domaine qui reste peu développé, surtout chez nous. Et donc, je me suis beaucoup plus concentré sur le Gabon parce que pour moi, c'est un domaine encore très peu développé, en tout cas sur la question politique. Mais permettez-moi de creuser. Qu'est-ce qui crée en fait ce désengagement politique de la part un peu du monde ecclésiastique au niveau du Gabon? Qu'est-ce qui crée en fait ce désengagement? Est-ce la peur? Est-ce parce que
à cause des idéologies qui, selon vous, ne sont pas des idéologies correctes, étant donné que l'homme chrétien doit aider la société, doit participer au développement de la société. Pour vous, pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi il y a cette différenciation entre le monde de l'Église et le monde de l'influence dans le cadre politique. Alors, pour moi, déjà, et tout le monde s'accorderait à le dire, il y a comme une mauvaise réputation autour de la politique elle-même. La façon dont nous avons observé les hommes publics faire de la politique n'a pas toujours servi d'exemple. Et donc, c'est vrai qu'il y a, je pense, comme une appréhension, comme une peur de s'exposer, de se mêler un peu à un milieu qui est connu pour être un milieu un peu crapuleux, un milieu un peu où il y a beaucoup de profito-situationnistes. Mais je pense que dans l'ombre, je considère, d'ailleurs en écrivant ce livre, j'ai considéré qu'il y a quand même, je le pense, beaucoup de chrétiens qui luttent encore avec cette réalité, avec cette ambition et ce désir. Pour moi, c'était donc l'occasion de poser le débat pour que tout le monde puisse en discuter. Qu'on partage cette idée ou pas, mais que tout le monde ait le courage, chacun ait le courage d'au moins discuter de ces rapports qu'il peut avoir entre justement l'Église et la politique. C'est vrai que historiquement parlant, il doit avoir une séparation entre l'Église et le pouvoir. D'ailleurs, je crois que c'est clairement aussi dans les textes. C'est les ça. textes juridiques aussi. Exactement. Donc, le but, ce n'est pas que l'Église s'immisce dans l'aspect politique, mais qu'au sein de l'Église, les gens soient libres d'exprimer leurs opinions, les gens soient libres de vivre leurs ambitions. S'ils ont envie de servir sur le plan social, qu'ils soient libres de le faire. Et puis après, c'est peut-être aussi, pour répondre plus directement à votre question, je pense que c'est une question d'éducation aussi au sein de nos assemblées, au sein de nos églises. Les gens, je pense, sont peut-être peu enseignés sur la question. Peut-être qu'on ne leur dit pas assez qu'ils ont la possibilité de jouer un rôle majeur. Un rôle majeur, justement, dans le domaine politique. Ok, merci. Et le dernier en date s'inscrit dans une démarche de réflexion critique et de mobilisation citoyenne. Dis-nous en plus. Alors, ce livre, c'est « Ce peuple est ingénieux, mais est-il sage ?» Alors, c'est une question, pour moi, qui était très pertinente. À la base, lorsque j'écris, j'ai le sentiment que la question que je me pose, la grande majorité de ceux qui vont lire mon livre se la posent aussi. Parce que c'est un constat que je fais, un constat social. Parce que lorsqu'on voit comment le monde a évolué, il y a un progrès technique et technologique énorme, immense. Les hommes aujourd'hui ont été capables de faire des plus grandes choses. Seulement, est-ce qu'en les faisant, il y a eu de la sagesse? C'est surtout ce que je me pose comme question dans ce livre-là. Je confronte un peu le progrès technique à la sagesse humaine. Nos rapports un peu avec les sujets d'actualité comme l'immigration clandestine, la souffrance animale. Comment aujourd'hui, avec tout ce que nous savons faire, comment est-ce que nous gérons le monde? Comment est-ce que nous gérons l'espace dans lequel nous vivons? Oui, nous sommes intelligents, personne n'en disconviendrait, mais est-ce que cette intelligence n'a pas été obscurcie? Est-ce que ce n'est pas finalement une arme de destruction massive? Est-ce qu'il n'est pas possible de rectifier le tir? Est-ce qu'il n'est pas possible d'être intelligent autrement? C'est surtout cette question que je me pose dans ce livre. Oui, il est impossible d'être intelligent autrement. Il est impossible de faire des choses différemment. Il est possible de s'aimer, de se considérer. Il est possible de traiter autrui différemment parce que justement on est intelligent.
Et donc, plusieurs aspects sont abordés, plusieurs thèmes comme le racisme. Si on parle par exemple de racisme aujourd'hui, c'est surtout une question d'éducation. Parce que si vous voyez un enfant grandir, un enfant ne naît pas raciste, un enfant ne naît pas haineux. C'est quelque chose qu'on lui inculque. C'est peut-être la société, c'est peut-être ses parents, mais quoi qu'il en soit, l'homme apprend à vivre dans un environnement et à forger son propre caractère. Et donc, pendant que cela se fait, est-ce que il y a encore la possibilité de sauver l'humanité de son intelligence? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'intelligence est un atout, mais aujourd'hui, nous avons atteint un stade où parfois on se demande s'il ne faut pas sauver l'homme de sa propre connaissance. On le voit avec le développement de l'intelligence artificielle. Exactement. Une question vraiment... Exactement. Il y a des avancées. Il y a une possibilité d'utiliser ces technologies de façon... de la meilleure façon possible. Seulement, il y a nécessairement des limites. Il y a nécessairement un moment où on devra s'asseoir et réfléchir sur l'impact justement que ces technologies pourraient avoir à l'avenir. D'ailleurs, c'est important pour nous aujourd'hui, pour les États et les gouvernements, de réfléchir à la façon de réguler l'usage de ces nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça pourrait avoir sur la société, sur les enfants, sur notre façon de travailler, notre façon de communiquer, notre façon d'interagir. Il y aura nécessairement des changements un peu turbulents. À vous écouter, j'aimerais vous poser une question. Encore. Allez-y. Monsieur Gramalo Yabi, un révolutionnaire? Un révolutionnaire, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on veut changer les choses, il faut qu'on soit un petit peu révolutionnaire. Et d'ailleurs, pour changer le monde, je pense qu'il faut un peu de révolution. Et je fais toujours allusion aujourd'hui, sur l'aspect politique, à quelque chose de révolutionnaire. Parce qu'il faut aujourd'hui que dans chacune des choses que nous faisons au quotidien, que nous y ajoutions un peu de révolution. Parce que c'est quoi la révolution? La révolution, c'est faire quelque chose que beaucoup n'osent pas faire. La révolution, ce n'est pas seulement faire du désordre. La révolution, c'est poser un sujet qui peut parfois être tabou, mais l'adresser avec conviction, l'adresser différemment pour trouver la solution à un problème donné. Donc, si pour ça, on me traite de révolutionnaire, mais c'est un adjectif que je pourrais accepter volontiers, sans problème. Observation, en fait, on dénote en fait un certain engagement citoyen, un certain engagement politique. Et c'est quelque chose aujourd'hui que l'on voit rarement en fait dans notre génération. Et toujours en fait dans le cadre de nos thèmes, ça nous permet en fait d'évoquer un sujet très important, la peur de se lancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de se lancer, qui ont peur en fait à cause un peu, on va dire, de certaines situations propres à nos pays, à cause un peu d'un certain manque. L'une des choses que j'aime souvent dire, c'est qu'il y a un manque de figure paternelle. Et quand je parle de figure paternelle, c'est dans certains secteurs d'exemplarité. Par exemple, aux États-Unis, il y a des personnes, il y a des Warren Buffett, il y a des Mark Zuckerberg, il y a beaucoup de personnes qui influencent, mais dans nos pays, en Afrique de façon générale, je préfère le dire au Gabon, il y a un manque de personnalité qui peuvent pousser les jeunes en fait à se développer, à pouvoir croire en eux et à pouvoir faire la différence. Pourquoi y a-t-il ce manque dans nos pays et en particulier au Gabon, d'après vous? Je dirais qu'il y a effectivement une sorte de discrétion entretenue de la réussite. Okay. C'est vrai qu'en comparaison à ce qui se fait ailleurs, par exemple aux États-Unis et dans d'autres pays, les gens ne se cachent pas de leur réussite. Mais chez nous, c'est forcément un problème parce que nous avons une certaine culture de la corruption, une certaine culture de la malgouvernance qui fait que les jeunes aujourd'hui s'intéressent peu à ce que veulent faire les aînés. Parce que même en considérant des acteurs culturels, des acteurs politiques et même dans le milieu des affaires,
Je prendrai également ceux de la société civile. C'est plus un reflet de corruption qui nous est donné. Le manque de figures exemplaires au Gabon est souvent dû à plusieurs facteurs. Déjà, lorsqu'on prend certains du domaine politique, du domaine des affaires ou même au sein de la société civile, on se rend compte que de plus en plus de personnes, de moins en moins de personnes, servent d'exemple à la jeunesse aujourd'hui. Et cela est souvent dû à la corruption, cela est souvent dû également à des complaisances. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que la jeunesse a besoin de plus en plus de leaders qui défendent leur position, qui ne changent pas du jour au lendemain de façon de penser à cause de ce qu'ils ont. C'est souvent ce à quoi nous avons été confrontés. Et aujourd'hui, je pense que la réticence de la jeunesse et le fait que les gens chez nous s'identifient de moins en moins à certaines personnalités, c'est justement dû à ce phénomène. Il faut de plus en plus de personnes qui défendent leurs idées, de plus en plus de personnes qui ne changent pas d'idéologie du jour au lendemain au gré des circonstances ou au gré de tous les acquis qu'ils peuvent construire autour d'eux. Il faut vraiment que les gens deviennent de plus en plus charismatiques. Voilà. Parce que le charisme, c'est aussi le fait de défendre une position et de la défendre jusqu'au bout. Et donc, nous avons besoin de figures d'exemplarité, nous avons besoin de trouver des personnes qui peuvent aujourd'hui servir d'exemple de façon pertinente à tous les niveaux possibles. Et c'est vrai que malheureusement, on se tourne ailleurs, on se tourne vers d'autres personnes, vers d'autres horizons pour trouver ce type de personnes. Mais je pense que ça va venir. Nous avons une nouvelle génération ambitieuse. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont prêts à servir de relais, à prendre le relais et à ne pas adopter une position attentiste et à vraiment défendre leur position. C'est d'ailleurs pour ça que je milite le plus. Et d'ailleurs, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi moi-même. Merci. Mais aussi, on parle de sacerdoce, d'objectif. On parle tout à l'heure, on a parlé d'exemple. Vous, M. Grama Loyabi, vous êtes littéraire, vous êtes essayiste. En même temps, vous êtes aussi homme politique. Qui vous a marqué? Qui sont vos modèles, en fait, vous, en tant que personne? Parce qu'on s'imagine qu'en politique, on ne se lève pas du jour au lendemain, surtout face aux réalités un peu de nos pays, sans pour autant être partisan de quoi que ce soit. Mais comment avez-vous fait? Qui vous a impacté? Qui ont été vos modèles? Qui ont été vos modèles, en fait, dans votre marche? Alors, mes premiers modèles, je les ai trouvés chez moi, dans ma maison. Vos parents, mon père et ma mère. Alors, ma mère, enseignante-chercheur, professeur d'histoire à l'université Omar Bongo. C'est une femme qui m'a impacté par sa connaissance. C'est d'ailleurs elle qui m'a transmis sa passion pour l'écriture et pour la lecture. Et j'imagine pour la politique aussi, avec l'histoire. Peut-être bien, même si c'est un domaine, du moins, elle préfère s'éloigner un peu de ce domaine-là. Je pense que c'est peut-être aussi par rapport à sa propre génération, je ne sais pas, elle a ses raisons, aussi, par exemple, mais on va dire que l'aspect politique, je ne l'ai pas pris réellement auprès de mes parents. C'est plutôt le caractère qui entoure l'aspect politique. C'est plutôt le désir de servir. Parce que, comme je le disais, ma mère enseignante-chercheur et mon père également officier de police, tous les deux au service de la nation. Et donc, pour moi, j'ai grandi avec l'idée que tout citoyen devrait être au service de sa nation. Peu importe ce qu'on fait, que nous aidions des étudiants, que nous travaillons pour les forces armées,
on est au service de quelque chose. Et donc, pour moi, la politique, c'est être au service de quelque chose. Donc, c'est une passion qui a commencé par l'exemple que mes parents m'ont inculqué. Et puis ailleurs, effectivement, il y a eu d'autres personnalités que j'ai pu observer au fil des années qui ont su nourrir cette ambition. Après, on a parlé de révolution. Il y a eu beaucoup de révolutionnaires en Afrique. Aujourd'hui, Thomas Sankara, c'est une figure emblématique de l'histoire politique africaine. Et aujourd'hui, il n'appartient plus seulement au Burkina Faso, il appartient à l'Afrique tout entière. Et des exemples comme ça, nous pouvons en citer des milliers. Patrice Lumumba, il y en a énormément. Et même chez nous au Gabon, il y a effectivement beaucoup de personnalités qui ont justement contribué à l'essor d'une population qui est capable de dire non à l'injustice. D'ailleurs, je pense à plusieurs personnalités emblématiques à qui je pourrais rendre hommage: Pierre Mambundu Mambundu, Dukaka Nzengi, Germain Ba. Il y a énormément de personnalités politiques aujourd'hui qui marquent encore l'histoire et qui continuent de, je pense, susciter un peu de révolution au sein d'une jeunesse qui semble se perdre et qui semble ne plus être en accord et en harmonie avec ce qui se fait aujourd'hui. Alors, dernière question dans le cadre de votre parcours. Après, nous allons passer à un autre sujet un peu plus délicat, mais important également, parce que c'est ouvert. Nous sommes là pour parler à cœur ouvert. L'un des problèmes encore rencontrés avec notre génération, avec la génération un peu actuelle, les jeunes, c'est comment savoir sur à quoi on est destiné. C'est-à-dire aujourd'hui, vous, pour votre part, vous avez trouvé votre sacerdoce, vous avez trouvé votre voie. Comment avez-vous fait par rapport à votre expérience? Que pouvez-vous dire aux jeunes qui nous regardent et qui se demandent comment faire? 1. Comment trouver son sacerdoce? 2. Comment débuter? Comment se lancer? Parce que ce n'est pas toujours évident. Vous, par rapport à votre expérience, que pouvez-vous nous dire? Alors, déjà, tout commence par le rêve. Il faut déjà rêver. Il faut déjà avoir envie de faire quelque chose. Moi, en tant que père de famille, c'est des questions, par exemple, que j'évoque avec ma fille aînée. Qu'est-ce que tu veux faire demain? C'est vrai que comparé à moi, je savais déjà très tôt ce que je voulais faire. C'est une question sur laquelle elle bute encore. Elle ne sait pas trop comment me répondre. Elle veut faire tout à la fois. D'ailleurs, c'est normal pour une fille de son âge. Mais ce que moi, je pourrais donner comme conseil, c'est il y a nécessairement en nous-mêmes une flamme de savoir. Il y a forcément, lorsqu'on s'arrête et lorsqu'on réfléchit, il y a un moment où on est confronté à ce qu'on sait faire. Bien sûr. Et c'est justement le moment où il ne faut pas hésiter à se demander ce que soi-même on est capable de faire et ce qu'on veut faire demain. Même si les choses ne sont pas claires, mais c'est important au moins d'avoir une vision précise. Moi, je ne dis pas que parce qu'aujourd'hui, je sais que je voulais faire de la politique, que je n'ai pas eu envie de faire autre chose. J'ai évoqué, par exemple, ma volonté d'intégrer les forces armées, mais après, au fil des ans, c'est quelque chose qui a changé. Mais, par exemple, en discutant avec un de mes cousins, à qui je partageais pas mal de rêves, il m'a dit un jour quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, mais Marvin, tu as souvent dit que tu voulais faire énormément de choses, mais la seule chose que je ne t'ai pas vu changer, c'est l'aspect politique. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est encore le moteur de l'ambition que j'ai toujours nourri. Et donc moi je dis, c'est vrai, on peut avoir plusieurs compétences, on peut avoir plusieurs qualités, on peut avoir envie de faire plusieurs choses à la fois, mais il y a toujours une chose à laquelle on est ramené. Il y a toujours une chose qui revient toujours au fil du temps. Et donc c'est ça avec aisance. Exactement. C'est à cette chose qu'il faut s'accrocher. Maintenant, à quel moment se lancer? Il faut prendre le temps.
il faut prendre le temps de nourrir ses ambitions. Il faut avoir un projet de vie. Il faut savoir également lire les temps et lire les circonstances. Parce que ce n'est pas toujours parce qu'on est bon qu'on peut sortir n'importe quand. Bien sûr. On peut être bon et avoir la nécessité d'apprendre, de se construire, de construire un caractère, de se forger un caractère, d'écrire une vision. Et c'est ce moment qui doit être pris qui doit être mis à profit pour justement construire la personnalité qu'on veut faire ressortir pour soi-même. Donc il faut prendre le temps. Et puis, il faut lire les temps et les circonstances. Je ne pourrais pas apprendre à quelqu'un comment lire le bon moment pour lui de sortir, mais il faut à un moment donné sortir. Ouais. Voilà. On prend de l'âge, il y a la période de l'adolescence où on dépend de ses parents, et puis il y a une période où on devient autonome, où on doit s'occuper de sa famille. Et puis en même temps, il faut trouver le moyen à la fois de s'occuper de sa famille et de s'occuper de soi-même, de penser à ses propres ambitions. Parce que le mariage, la famille, les enfants ne doivent pas être des obstacles à l'avenir qu'on veut construire. Il faut pouvoir vivre ensemble et pour soi. Il faut trouver le juste milieu. Et donc, moi, le conseil que je pourrais donner à la jeunesse, c'est de s'accrocher à ses rêves, de continuer de rêver et de saisir les meilleures opportunités pour justement faire ce qu'ils veulent faire. Donc, je nous encourage donc à lire ce livre. Ce peuple est ingénieux, mais est-il sage? Exactement. Parce qu'en vous écoutant, tout nous renvoie aussi à la sagesse. Parce que sortir, on ne le sort pas comme on veut, mais on sort aussi au moment T. Exactement. Chacun de pouvoir en fait discerner quel est ce moment pour pouvoir sortir et de pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire. Exactement. D'accord. Maintenant, nous allons entamer, comme je l'ai dit, la deuxième partie en fait de cet entretien, et c'est par rapport à l'ambition. Monsieur Gramal Oyabi, révolutionnaire si je peux le dire, mais aussi homme politique, avec un engagement citoyen vraiment très axé en fait sur les réalités de sa nation et de la société de façon générale. Vous m'avez permis, je sais que c'était pas prévu, vous m'avez envoyé votre livre qui sortira bientôt, et d'ailleurs que je demande à tout le monde d'acheter parce que c'est un livre très 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 intéressant, et je veux un peu qu'on en discute parce que j'ai trouvé un peu certains points assez important à discuter, parce que vous parlez en même temps, c'est autobiographique, vous parlez de vous, mais également vous parlez un peu d'un certain programme. Tout à l'heure, vous avez parlé de projet, vous avez parlé de programme, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un mélange. C'est-à-dire il y a un mélange de ce qui est fait aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, et vous partez aussi d'une analyse en fait sur un certain nombre d'années. J'imagine que ça vous a pris beaucoup de temps quand même pour la rédaction de ce livre. Alors dites-nous plus. Je vous laisse en fait l'opportunité de dire en fait à nos auditeurs quel est le titre de ce livre. Moi, je peux le garder, mais je préfère que vous le dites vous-même. Quel est le titre de ce livre? Alors le livre, effectivement, vous me mettez un peu, vous me prenez un peu dans l'embarras, mais c'est un cœur ouvert quand même. Bien sûr, le livre s'intitule Fédéré. Fédéré. Ah, ouais. Unifié, inspiré, réinventé. Unifié, inspiré, réinventé. Exactement. Nous en parlerons. Exactement, nous aurons l'occasion de parler de ce livre, mais globalement, c'est un traité politique, presque autobiographique. C'est l'occasion pour moi de parler de moi, de me présenter, de dire qui je suis, de parler des valeurs qui sont les miennes. C'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur notre histoire en tant que Gabonais. Revenir sur notre identité, l'identité que nous partageons tous, l'identité culturelle qui est la nôtre. Et c'est aussi, surtout, le moyen d'engager une révolution politique qui viendrait totalement renverser le cours de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Je pense que c'est important pour chaque génération de tracer son propre chemin, après que l'ancienne, justement, l'ait déjà faite. Tout en ayant appris d'elle. Exactement.
Et pour moi, c'est le moment, à travers ce livre, justement, de présenter une nouvelle vision, de présenter euh, un programme, Ouais. un programme au Gabonais qui pourrait répondre aux défis sociaux que nous rencontrons, que ce soit la vie chère, le chômage, l'éducation, l'identité culturelle. euh, toutes ces choses, en tout cas, sont effectivement abordées. Tous ces thèmes sont abordés dans ce livre-là. Et vous m'avez demandé si j'ai pris du temps à l'écrire. En général, je ne prends pas beaucoup de temps à écrire. J'écris très rapidement et beaucoup. Ah Mais oui, j'ai voulu... vos livres, c'était 2 ans en intervalle. Exactement. C'est en 2018, général... 2020, 2022. Exactement. En général, Ouais. je préfère que mes livres sortent avec moins de 3 ans d'intervalle, Ouais. toujours, pour rester toujours dans l'actualité. Bien sûr. Et donc, ce livre, j'ai pris le temps de l'écrire pour qu'il colle à l'actualité. Parce que le Gabon aujourd'hui traverse une période un peu particulière. Donc c'était important pour moi d'évoquer le moment que nous vivons actuellement, les défis que nous rencontrons, sans oublier bien entendu le passé que nous avons toujours à l'esprit. Mais il est important d'engager l'avenir et d'engager les Gabonais à une autre réflexion, une réflexion plus profonde sur ce que pourrait être leur avenir demain. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous passons en fait par une situation. Je suis Gabonais. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Gabonais. Et bien évidemment, en tant que Gabonais, je suis préoccupé par la situation de mon pays. Préoccupation qui aussi, je crois, vous la partagez également. Et on parle en fait de transition. Quelque part, quand on parle de transition, on parle d'une certaine révolution, d'une certaine manière de faire. Et aujourd'hui, comment vous caractérisez-vous cela? Est-ce une transition? Est-ce une révolution? Est-ce une continuité? Alors, déjà, c'est une transition. Nous sommes en train de vivre effectivement une transition. Il faut rappeler que c'est une transition qui a suscité énormément d'espoir. Parce que si vous me permettez, souvent, actuellement, on parle beaucoup de transition à travers l'Afrique, chez nos frères Oui. d'Afrique de l'Ouest, mais on peut aussi remarquer une certaine continuité. Mais est-ce qu'on peut parler de transition s'il y a une certaine continuité? C'est un peu ce qui me prend un peu la tête et nous aimerions en fait comprendre et avoir votre point de vue, vous, déjà en tant qu'observateur, en tant qu'écrivain, mais surtout aussi en tant qu'homme politique. Voilà, c'est important. On peut avoir votre avis là-dessus? Bien sûr. Alors, la transition, pour moi, c'est une période qui est censée annoncer quelque chose de nouveau. Bien évidemment. Et dans ce passage vers une nouvelle ère, il est important de faire quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Et lorsque dans une transition, au cours de son évolution, on continue de constater que ce qui se faisait avant continue de se faire, c'est une problématique un peu qui devient majeure et qui nous écarte même de l'idéal que ce qu'une transition pourrait susciter. Et donc, pour répondre plus clairement, il ne peut pas avoir de continuité dans une transition. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que la plupart des gens aujourd'hui pourraient se poser la question de savoir si c'est quelque chose qui en vaut la peine. Moi, personnellement, je considère que la transition est nécessaire. Ouais. Vu notre parcours, vu tout ce que nous avons subi jusqu'à présent, c'était une période dont les Gabonais avaient besoin. Je pense que la vie est partagée. Et puis après, chacun peut maintenant se faire une idée. Ça fait maintenant plus d'1 an que la transition est en cours. Donc chacun peut maintenant se faire une idée. Il y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été suscités, mais la réalité, c'est que la plupart des Gabonais continuent de vivre au quotidien ce qu'ils vivaient hier. Et donc c'est une problématique aujourd'hui qui est à résoudre. Il faut vraiment se poser la question ouvertement. Et puis je vais pas forcément dire maintenant ce que moi je pense de cette transition. Et je pense qu'il y a beaucoup de Gabonais dans l'ombre qui réfléchissent, qui observent et qui, le moment venu, pourront se prononcer sur ce qu'ils estiment être juste
sur justement la pertinence de toutes les actions qui sont orchestrées au cours de cette transition. Chacun pourra se faire son idée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite aussi tout le monde à lire ce livre qui paraîtra bientôt. J'espère l'avoir dédicacé quand même. Bien sûr, bien vous évidemment. l'aurez. Et j'espère qu'on en reparlera sur le plateau. Nous allons continuer toujours dans cet élan. L'un des sujets qui fâche aujourd'hui, qui fait débat, je ne vais pas dire qui fâche, mais qui fait débat actuellement, c'est, si je peux le dire, cette transition constitutionnelle. Donc en fait, on quitte d'une constitution à une autre. Avec le nouveau projet de constitution, il y a des articles aujourd'hui qui font jaser un peu la population et j'ai pu un peu, de façon, en tant qu'observateur, et discuter aussi avec certains, tout en étant un simple observateur, comme je l'ai dit, j'ai pu relever quelques articles. Et nous allons en discuter également avec vous, en tant qu'homme politique, et vous allez nous donner votre avis. L'article 128, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Cette partie fait jaser beaucoup de personnes, étant donné qu'on parle d'une séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif, parlementaire et le pouvoir également judiciaire. Mais étant président de la République, étant donné qu'il préside en fait le Conseil national de la magistrature, peut-on parler de séparation de pouvoir? Alors, il n'y a clairement pas de séparation de pouvoir. Et c'est pourquoi je considère que c'est un projet qui, à la base, a suscité beaucoup d'espoir. Il suffit simplement de regarder le nombre de contributions qui ont été faites au moment où l'appel a été lancé à tous les Gabonais. Et donc, aujourd'hui, la séparation des pouvoirs, c'était un point que nous espérions du moins remporter, au moins dans cette nouvelle constitution. Et clairement, nous avons l'impression, moi personnellement, j'ai le sentiment que Dieu s'apprête à descendre sur la terre pour gouverner le Gabon. Parce que on s'apprête à donner à un homme tous les pouvoirs possibles. Et lorsque nous savons que parmi les juges constitutionnels, il y a 2 juges qui sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature que le futur président lui-même nommera, il y a clairement anguille sur roche. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, c'est une faille fondamentale au sein de ce texte. Parce que tous les Gabonais, du moins la plupart des Gabonais, s'attendent à une claire et nette séparation des pouvoirs. Et donc, en lisant cette constitution, on se rend bien compte qu'elle n'existe pas du tout et qu'on est sur le point de consacrer un monarque plutôt que voter un président de la République. C'est assez dur, mais je pense que ce sont les faits qui sont là et les textes sont clairs. Et un autre article, surtout celui de l'article 123 qui fait jaser toujours, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés et des membres de droit. Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juge constitutionnel. La durée de ces mandats est de 8 ans, renouvelable aux 2/3. Toutefois, aucun juge constitutionnel ne peut faire plus de 2 mandats. C'est bien, il y a déjà une limitation un peu de mandats. Et les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suite. 3 par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée, 2 par le président du Sénat et maintenant 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a toujours l'exercice du pouvoir du président, même dans la nomination des juges constitutionnels. Pourtant, on revient toujours dans le cas de la séparation des pouvoirs. On ne s'attend pas, je pense que les Gabonais ne s'attendent pas à ce que le président nomme, encore moins les présidents des différentes chambres, que ce soit en fait des nominations exclusives détenues par le Haut Conseil en fait de la magistrature. Et on se pose la question, pourquoi cette accentuation de pouvoir sur le président de la République? Comment l'expliquez-vous aujourd'hui?
Alors, il y a clairement une volonté, comme je le pense, de consacrer un monarque, un homme tout-puissant. Et en lisant ces articles, on comprend clairement que finalement, le président de la République, en réalité, pourrait nommer 5 juges au total, puisque il préside le Conseil supérieur de la magistrature et qu'il est peut-être possible pour lui d'avoir la majorité au sein des deux chambres du Parlement. Donc, il y a clairement une voie qu'on est en train de laisser accessible à celui qui pourrait être le prochain président de la République. Et donc, je pense que c'est une loi un peu euh, dissimulée. On aurait pu faire mieux. Je pense qu'on aurait pu faire mieux et on aurait dû faire mieux que ce que nous sommes en train de voir en face de nous maintenant. J'ai cru lire sur l'un des réseaux sociaux, je tais le nom, euh, euh, un commentaire au niveau de l'article 169. Et la personne disait, bah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est assez dur, mais nous, je ne fais que rapporter les propos. Et c'est l'article 169. Ne peut faire l'objet d'aucune révision la forme républicaine et décentralisée de l'État, le caractère pluraliste de la démocratie, la séparation des pouvoirs. Et la personne disait, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il n'y a pas une décentralisation très clairement définie dans la Constitution. Et surtout, il n'y a pas une séparation de pouvoir très clairement explicite. C'est effectivement l'une des incongruités que l'on trouve dans ce texte. C'est comme si on s'attendait à ce que un citoyen lise un texte quelque part, soit en haut, soit en bas, mais qu'il n'aille pas au bout de sa lecture pour se rendre compte qu'il y a des contradictions notoires dans ce qui est édicté dans le texte. Mais il y a clairement des contradictions. C'est clairement un texte qui n'a pas de sens, qui se contredit lui-même. Et c'est comme si on tentait de camoufler, mais de la mauvaise manière, un peu quelques plans machiavéliques qui pourraient venir à l'esprit de certaines personnes. Mais c'est pour ceux qui ont pris le temps de lire, on peut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup d'irrégularités, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens et qui se contredisent elles-mêmes. Bah, on va terminer par cet article, et ça c'est l'article qui nous stupéfait nous tous, c'est l'article 170. Les acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition ne seront ni poursuivis ni condamnés. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet. C'est dans un texte constitutionnel. On se demande bien que fait cet article dans la Constitution. Pourquoi ? C'est un peu ce qui fait jaser aujourd'hui, comme je le dis depuis tout à l'heure, l'esprit des Gabonais. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est assez à cœur ouvert, mais... Alors, c'est là où se trouve le problème. Le fait de mentionner dans un texte des personnes qui, peut-être dans 50 ans, 60 ans, ne seront plus là. Dans un texte qui est fondamental et qui est censé structurer la gouvernance du pays pour les 30, 40 prochaines années, c'est quelque chose d'irresponsable. Déjà, moi, ce qui me dérange, c'est à qui on veut consacrer l'amnistie. Okay. Dans le texte qui a fuité, on parlait du CTRI, les membres du CTRI. Maintenant, on dit ceux qui ont contribué, je crois. Bien évidemment, ceux qui ont contribué exactement. À la transition, ceux qui ont contribué, je le dis, aux événements allant du 29 août. Donc, exactement. Qui sont ces gens? En fait, vous voulez qu'on nous sorte en fait, les listes, qui nous donnent en fait une liste exhaustive. Exactement, parce que nous sommes dans une période qui exige la transparence. Okay. Et lorsqu'on convoque un peuple au référendum, il faut que la vérité règne à tous les niveaux possibles. Et donc, il faut que nous sachions qui sont les personnes
qui ont contribué à ce coup d'État et faire la lumière sur ce qui pourrait leur être reproché. Parce que lorsqu'on parle d'amnistie, on attribue une amnistie uniquement à des personnes qui ont commis des crimes graves. Alors, est-ce qu'il y a des crimes qui ont été commis? Qu'est-ce qui a été fait au cours de cette période? On nous a dit qu'il s'agissait du seul coup d'État dans le monde qui ait été effectué sans bain de sang. Alors, s'il n'y a pas eu de bain de sang, alors de quoi se reprochent ces libérateurs? Et donc, c'est important de poser cette question et de comprendre, mais c'est aussi utile de faire la transparence et la lumière sur ces actes-là. Je me rappelle, par exemple, que lors d'une tournée provinciale, le président de la transition avait évoqué le fait que la présidente, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, a elle aussi joué un rôle majeur dans ce coup d'État. Alors, donc, ça voudrait peut-être dire qu'elle aussi serait amnistiée. Donc, c'est important de faire la lumière et de comprendre qui seront amnistiés, qui sont ces gens, qui sont les membres du CTRI, qui sont les acteurs de ce coup d'État. Donc, vous réclamez en fait haut et fort une certaine transparence. Pour moi, c'est un élément indispensable. Avant de voter, oui, il faut connaître qui nous sommes sur le point d'amnistier. Pour moi, c'est important. Sinon, si cette lumière n'est pas faite, il y a au-delà de ce seul article, plusieurs autres articles qui pourraient justifier le fait que le plus grand nombre se manifeste en défaveur justement de ce texte. Je pense que nous aurons l'occasion de vous réinviter sur ce plateau, mais ainsi que d'autres personnes pour pouvoir en fait en discuter longuement, parce que c'est un sujet aujourd'hui très important. On parle aujourd'hui de constitution, donc d'un texte fondamental également de la nation, et bien évidemment, ce sont des articles de loi seront en fait votés par rapport à ces textes et conformément à ces textes. C'est très important aujourd'hui que nous ayons en fait une lecture plus éclairée de ce qu'est la Constitution et des textes qui s'y reposent. Dans le contexte actuel du pays, selon vous, quels sont les défis à relever? Alors, les défis sont évidents et ils ne se situent clairement pas au niveau des infrastructures, comme c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Bien que ce soit quand même important. C'est important, sauf qu'il ne faut pas qu'on ait une belle partie du pays qui cache une réalité sociale macabre. Les défis sont ailleurs, ils sont nombreux et ils sont connus de tous. C'est le chômage, c'est la vie chère, c'est la santé, c'est l'éducation. Je pense qu'il faut faire le point sur tous ces éléments pour changer le quotidien des Gabonais, pour changer leur réalité. Il faut aller au cœur de ce qu'ils vivent au quotidien. Il faut aller au cœur de leurs défis, de leurs plus grands défis. Et ce n'est certainement pas les infrastructures, à moins qu'on ne parle de logement. Là encore, ce serait quelque chose de plus évident que ce qui est en train de se faire maintenant. Donc les Gabonais ont clairement besoin de voir leur situation sociale changer et les défis sociaux sont énormes. Il est important aujourd'hui de s'asseoir secteur par secteur pour pouvoir justement trouver une solution à tout ce qui se fait au-delà de ce qui est dit, au-delà des effets d'annonce, au-delà des promesses, parfois vaines, mais il est important de toucher les réalités des Gabonais. Et je pense également à la plupart des personnes qui sont lésées au sein de notre société, les personnes vivant avec un handicap. Il y a clairement quelque chose à faire pour ces personnes-là, en termes d'accessibilité, en termes d'ouverture, de reconnaissance et aussi en termes de prévoyance sociale. Il y a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, la seule question qu'on pourrait se poser, c'est par où on commence. D'accord. En réalité. Okay. Il y a une des citations de Gandhi que j'aime bien, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Aujourd'hui, on a
a une critique positive et constructive. Mais vous, aujourd'hui, en tant qu'observateur, en tant que personne, en tant que politique, en tant qu'écrivain, je veux que vous me ressortiez trois éléments importants pour le Gabon actuellement, qui est d'une importance capitale et que nous devons régler. De façon claire, nette et concise, si possible. Alors, pour moi, le Gabon déjà a besoin d'un leader. Un leader en qui la jeunesse, la nouvelle génération pourrait se reconnaître. Un ou des leaders? Quand je dis un leader, ça pourrait être un homme, ça pourrait être une femme, ça pourrait être plusieurs personnes à la fois. Mais en général, lorsqu'on parle de leader, c'est forcément une personne qui a un projet, une personne qui a une vision et qui est capable de la partager avec le plus grand nombre. D'accord. Après, oui, on peut dire que le Gabon a besoin des leaders, mais le Gabon aujourd'hui, sur le plan politique, a besoin d'un leader qui ne serait pas corrompu, qui défendrait ses idées jusqu'au bout et qui irait justement au bout de ses moyens pour aider le plus grand nombre. Et puis après, pour moi... Excusez, ça pourrait laisser entendre qu'il n'y en a pas quand même des leaders au Gabon. Je ne voudrais pas manquer de respect au paysage politique actuel, mais il y a clairement une crise de leadership. Non seulement de leadership, mais d'opinion. Aujourd'hui, je pense plutôt à un renouvellement. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de leader, politique. Mais il faut un renouvellement de la classe politique. Et donc, c'est ce que je pourrais dire en deux. Il faut un renouvellement de la classe politique. Et puis, il faut un projet en trois. Vous m'avez demandé combien? Trois. Un leader. Un leader. Un renouveau. Il faut bien un renouveau politique, un renouvellement politique. Et puis, il faut un projet. Voilà. Parce qu'aujourd'hui... quand je regarde le paysage politique, je vois très peu de personnes qui ont clairement un projet politique. Et quand je parle de projet politique, je parle de projets qui touchent à tous les secteurs. La santé, le handicap, le chômage, etc. Donc, il faut un projet. Et donc, c'est la combinaison de ces trois éléments qui fera en sorte que nous nous engagerons dans la révolution politique qui vient. Nous vous remercions, M. Ouyabi. Ravi de vous avoir reçu sur ce plateau. Et j'espère que nous nous reverrons très bientôt. Merci, j'espère Merci aussi. à tous les auditeurs et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette émission. Et bien sûr, avant de partir, pourquoi ne pas laisser notre invité terminer ces moments avec 30 secondes ou une minute pour pouvoir dire un mot de fin. Merci à tous et à toutes. J'espère que le message est passé. Nous avons besoin de renouveler nos idées, de renouveler nos forces, de renouveler nos efforts pour construire le Gabon de demain. C'est important pour nous d'unifier, c'est important d'inspirer et c'est important de réinventer. Et j'encourage tous ceux qui ont des rêves de les nourrir, de faire le nécessaire pour les poursuivre et pour les accomplir. Et je finirai avec une citation qui est la mienne et que j'aime bien. Il faut vivre, il faut rêver et il faut devenir. D'accord. Merci. Nous vous remercions. Excellente soirée.